Hervé Chesville, bonjour. Bonjour Jean-Marie Vianney. Je suis dans ta Corse, je suis à Bastia, dans ta ville, et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter à notre chaîne La Voix des Grands Lacs, que vous connaissez déjà, où les auditeurs de notre chaîne vous connaissent parfaitement parce qu'on a déjà eu plusieurs émissions ensemble. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, dont la Corse. D'ailleurs, pour la première partie de cette émission aujourd'hui, je préfère qu'on commence par parler de la Corse, de ton île et de son histoire, de l'histoire de la Corse avec le monde extérieur, avec l'Afrique, avec l'Asie, avec pour un Hervé Chesville qui est souvent euh, qualifié de, j'allais dire, d'aventurier. Non. Hervé Chesville est un humaniste, est un humanitaire engagé, comme je l'ai déjà vu dans un livre. C'était le titre de mon livre. Voilà, un humanitaire engagé. Et donc, il va nous parler, entre autres, de ses aventures. Et dans la première partie, j'aimerais qu'il nous parle d'abord. Hervé, parle-nous de la Corse. Pour les gens qui ne connaissent pas la Corse, qui savent que c'est une île et qui connaissent un peu les spécificités de la Corse, mais des yeux d'Hervé Chesville, c'est quoi la Corse? Bien, écoute, moi je suis ravi de t'accueillir dans notre île. Après tant d'années de relations à travers Zoom, c'est une bonne chose qu'on puisse se voir de visu et faire une émission lorsqu'on est assis côte à côte. Et quel meilleur endroit que Bastia pour faire ce genre de travail. Peut-être que la prochaine fois, ce sera là où tu te trouves habituellement. Alors, la Corse, là, tu arrives au bon moment parce que les températures deviennent plus clémentes, plus presque estivales. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus de touristes qui débarquent. Les bateaux, les ferries, les avions font d'innombrables rotations quotidiennes entre Bastia, tant le port que l'aéroport, et diverses destinations européennes. Il en est de même à Ajaccio ou ailleurs. Donc c'est l'époque où toute l'Europe fréquente la Corse. Je dois dire que 9 mois par an, nous vivons entre nous ici en Corse. 9, 8 mois par an, on ne voit que des plaques d'immatriculation locales. Et là, on voit toute la France représentée. On voit des plaques belges, des plaques allemandes, des plaques néerlandaises, luxembourgeoises, italiennes. C'est le début des beaux jours, c'est le début des activités économiques liées bien sûr au tourisme, directement ou indirectement. Tu disais dans ton introduction que la Corse est une île. Moi, j'aimerais dire que c'est pas seulement une île, c'est une montagne. Parce que trop de Français, trop d'Européens, trop de gens qui ne sont pas venus en Corse s'imaginent que bon, c'est une île qui, comme chacun sait, est entourée d'eau et qui est bordée de belles plages, et ça s'arrête là. Eh bien non. La Corse est avant tout une montagne qui culmine à près de 3000 mètres d'altitude, ce qui en fait le troisième massif montagneux de France, après les Alpes et les Pyrénées, et bien avant le Massif central, le Jura ou les Vosges ou je ne sais quoi encore. Ce sont des hautes montagnes avec de la neige une grande partie de l'année, et même tu en as été le témoin toi-même hier lorsque nous sommes allés dans le centre de la Corse. Tu as pu voir qu'il y avait encore de la neige au sommet de nos montagnes. Il faut comprendre ça avant toute autre chose, parce que les Corses, dans leur grande majorité, ne sont pas des marins, ne sont pas des pêcheurs. Avant tout, les Corses sont des montagnards, des gens habitués à l'altitude et aux activités d'altitude, l'élevage, l'agriculture de montagne. C'est comme cela depuis des siècles et des siècles, voire des millénaires. Il n'y a que les habitants de Bastia, d'Ajaccio, de Bonifacio, donc des ports, et les habitants du Cap Corse qui traditionnellement étaient tournés vers la mer et sont devenus des pêcheurs ou des marins. Tous les autres Corses étaient plutôt tournés vers la montagne.
Et l'une des raisons qui explique le fait que les Corses soient des montagnards avec des villages très haut perchés, c'est que trop longtemps la Corse a été victime d'invasions ou d'incursions de la part d'autres peuples ou d'autres nations riveraines de la Méditerranée qui ont apporté la désolation sur nos côtes. Je pense en particulier ce qu'on a appelé les barbaresques, c'est-à-dire les Arabes, ou les Ottomans qui ont succédé aux Arabes, qui ont dominé les Arabes et qui ont poursuivi les activités de piraterie en Méditerranée, et qui avaient coutume, tant les Arabes d'abord que les Ottomans ensuite, de faire des raids en Corse pour piller les riches monastères, pour piller les villages, pour s'emparer des objets précieux et surtout pour emmener des esclaves ou des futurs esclaves. Parce que, et là je profite de cette émission pour démentir un cliché réducteur qui voudrait qu'un esclave soit nécessairement noir, soit nécessairement originaire d'Afrique subsaharienne. Il n'y a rien de plus faux, même si des millions d'Africains subsahariens ont été victimes au cours des siècles des trafiquants d'esclaves et des chasses à l'esclave en Afrique. Nous aussi, en Méditerranée et en particulier en Corse, nous avons été victimes de ces pratiques et des milliers de Corses, des dizaines de milliers de Corses ont, au cours des siècles, été emmenés de force et vendus au marché aux esclaves à Alger, à Tunis, à Tripoli, voire même à Alexandrie, au Caire ou même à Constantinople. Donc l'esclavage, les Africains subsahariens n'ont pas le triste privilège d'avoir le monopole d'être des victimes de l'esclavage. L'esclavage a existé de tout temps et sous tous les cieux, et nous aussi, nous en avons été victimes. Par contre, je me flatte de dire que les Corses n'ont jamais participé à l'esclavagisme, que ce soit l'esclavagisme dont ont été victimes les Africains ou toute autre forme d'esclavagisme. On peut trouver la trace de familles bordelaises ou nantaises qui ont bénéficié, voire même qui ont organisé l'esclavage transatlantique. Les Corses n'ont jamais été impliqués dans ce genre d'activité. Alors, les Corses ont été victimes d'esclavage et n'ont jamais participé à l'esclavage. En revanche, on peut aussi dire que des personnages corses ou des personnalités corses pendant l'histoire ont participé à des guerres à l'étranger ou alors dans les conquêtes. Est-ce que vous pourrez nous donner quelques noms? J'ai dit tout à l'heure que les Corses sont des montagnards. Leur deuxième spécialité, si je puis dire, vu que la vie était dure en Corse, au fil des siècles, les Corses ont souvent offert leur service aux différentes puissances méditerranéennes, leur service militaire. Et de nombreux Corses ont fait carrière à Venise, à Rome, en Espagne. Parmi les compagnons de Christophe Colomb, qui a, comme chacun sait, est arrivé le premier aux Amériques, parmi ses compagnons, il y avait des Corses. Et on parle, dernièrement, nous avons eu la mort d'un pape et l'élection d'un nouveau pape, et ça a été l'occasion pour les téléspectateurs du monde entier de voir les gardes suisses, qui sont des étrangers. Ils ne sont pas des ressortissants du Vatican, ils sont ressortissants d'une vallée de Suisse. Eh bien, avant la garde suisse, il y avait la garde corse. Le pape avait une garde corse jusqu'au règne de Louis XIV en France, c'est-à-dire jusqu'au XVIIe siècle, milieu du XVIIe siècle. Le pape avait une garde corse. C'était des Corses qui étaient recrutés en Corse et qui, pendant des siècles, ont servi la papauté pour assurer la sécurité et le maintien de l'ordre, non pas au Vatican, qui est un confetti aujourd'hui, le Vatican, mais dans les États pontificaux
qui était beaucoup plus vaste et qui recouvrait à peu près un tiers de l'Italie actuelle. Ce n'est que sous Louis XIV, parce qu'il y avait eu un incident qui avait opposé les gardes du corps de l'ambassadeur de Louis XIV à Rome et les gardes corses du pape, qui ont fait plusieurs victimes, c'était ces incidents. Et Louis XIV a exigé du pape qu'il dissolve la garde corse. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne parle que de la garde suisse, mais très longtemps le pape avait une garde corse. D'autres corps se sont illustrés, par exemple auprès de Simon Bolivar, pour la libération de l'Amérique du Sud. Des généraux importants étaient des Corses. Donc oui, les Corses ont été des guerriers et ils ont plus récemment offert leur service au colonialisme français, il faut bien le dire, puisque autant l'empire colonial britannique a été construit en partie grâce aux Irlandais, autant l'empire colonial français a été construit en grande partie grâce aux services de Corse, qui étaient soit des militaires, soit des policiers, soit des douaniers, soit des enseignants, dans tout l'empire colonial français, pour les mêmes raisons. La vie était dure en Corse, et l'épopée coloniale française, en Afrique et en Indochine, offrait un débouché à de nombreux Corses qui ont trouvé l'occasion de faire carrière et de vivre mieux, je dirais, matériellement en tout cas, en Afrique ou en Indochine, que dans leur village d'origine en Corse. Alors, nous parlerons de cet élément dans une deuxième partie pour nous concentrer notamment sur justement l'influence corse à l'étranger ou les relations entre la Corse et d'autres pays, notamment africains, asiatiques. Là, je voudrais que vous parliez de votre ville et de votre Corse, de la Corse, en termes de spécificité culturelle, linguistique. Quelles sont les grandes villes corses? Comment sont réparties notamment les compétences ou les pouvoirs en Corse, entre la Corse et la France? Et puis ensuite, on parlera des relations entre la Corse et l'étranger. Il faut d'abord parler de géographie, parce que beaucoup de Français ignorent où se trouve la Corse. Ils la voient tous les jours sur la carte de la météo, mais elle est toujours mal placée. Et beaucoup de Français qui ne sont jamais venus ici, même je dois le dire, ceux qui sont venus ici, n'imaginent pas où se trouve réellement la Corse. La Corse n'est pas une excroissance de la France. La Corse se trouve géographiquement en Italie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je recommande à vos vidéospectateurs qui veulent savoir où se trouve la Corse de regarder une carte d'Italie. C'est le meilleur moyen de situer la Corse. Parce que s'ils regardent une carte de France, ils ne la verront pas au bon endroit, géographiquement. Parce que la Corse ne rentre pas dans l'hexagone. Donc on est obligé de la mettre dans une petite case proche des côtes provençales. Et beaucoup de gens sont persuadés que la Corse se trouve tout près des côtes de Provence. Mais pas du tout. La Corse est entourée par l'Italie. La Corse est au milieu de l'Italie. Là, au moment où je vous parle, nous sommes à 40 km du territoire italien, puisque vous avez pu voir de ma terrasse l'île d'Elbe. L'île d'Elbe est un territoire italien que l'on voit tous les jours quand le temps est dégagé et qui ne se trouve qu'à 40 km d'ici. Une île italienne, l'île de Capraia, se trouve à 17 km des côtes corses. Quand vous allumez votre poste de radio ici, vous tombez d'abord sur les stations italiennes avant de tomber sur France Info ou sur RTL. Donc, géographiquement, nous sommes en Italie. Nous sommes à 260 km à vol d'oiseau de Rome, alors que nous sommes à 1000 km de Paris. Il faut bien resituer géographiquement le contexte. Au nord de la Corse, c'est le golfe de Gênes et Gênes, donc c'est l'Italie. À l'est, je viens d'en parler, il y a les îles et il y a la Toscane. Des villes comme Florence, comme Pise, sont à 2 pas d'ici, sont tout près de Bastia. Et au sud, c'est la grande île sœur, la Sardaigne, qui est plus grande que la Corse et qui est une île italienne. Et si vous allez très loin à l'ouest, vous arrivez aux Baléares ou en Espagne.
Donc la France est loin au nord-ouest de la Corse. L'environnement géographique naturel de la Corse, c'est l'Italie. Et la ville ou le lieu le plus proche de la France continentale, c'est à combien de kilomètres? Alors, c'est les villes de Calvi et d'Île-Rousse qui sont les plus proches, qui se trouvent à au moins 160 km, je dirais, au moins 160 km des rives du littoral français, du littoral de la France continentale. Bastia, où nous nous trouvons à l'heure où nous parlons, a toujours été la porte d'entrée de la Corse pour l'Italie. Pour l'Italie, puisque le port de Bastia fait face à la Toscane et nos voisins sont toujours rentrés en Corse par Bastia. D'ailleurs, nous avons une expression en Corse, parce qu'il y a une arête montagneuse qui coupe la Corse en deux, du nord-ouest au sud-est, qui vraiment compartimente la Corse. Et on appelle la région où nous nous trouvons l'en-deçà des monts. Et ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire Ajaccio et le reste, on l'appelle l'au-delà des monts. Mais pourquoi une telle appellation? Tout simplement parce que les maîtres de la Corse à l'époque, qu'ils soient pisans ou ensuite génois, débarquaient à Bastia, et pour eux, ce qui était derrière les montagnes, c'était l'au-delà des monts lorsqu'ils arrivaient. Donc c'est pour vous dire que la Corse, et Bastia en particulier, et le nord de la Corse ont toujours été tournés vers l'Italie, vers la Toscane et vers Gênes. Est-ce que cette situation géographique peut expliquer aussi la volonté de certains Corses à une certaine autonomie par rapport à la Oui, France? oui, mais pas seulement. Alors là, pour aller très vite, d'abord, il y a l'insularité. Le sentiment d'insularité renforce le sentiment de particularisme ou d'appartenance. On trouve ça dans toutes les îles, de la Réunion jusqu'à Tahiti, en passant par Cuba ou par Porto Rico. L'insularité influe directement sur la psychologie et la culture des gens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Corse n'est française que depuis 2 siècles et demi. Nous n'avons pas connu Louis IX, Saint-Louis, nous n'avons pas connu Louis XIV que j'ai évoqué tout à l'heure. Cette histoire ne nous appartient pas. Nous avons notre propre histoire. L'histoire commune, pour le meilleur et pour le pire, a commencé à la fin du XVIIIe siècle, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc, linguistiquement, la langue corse appartient à la famille italique. Je ne veux pas dire italienne, parce que sinon on va me prendre pour un irrédentiste italien, ce que je ne suis pas. Mais la langue corse est un rameau linguistiques des langues italiennes, parce que l'Italie est un puzzle linguistique. Il ne faut pas croire que tous les Italiens parlent l'italien que vous entendez à la radio ou à la télévision. Cet italien-là, c'est le toscan, qui s'est imposé comme étant la langue d'unification de l'Italie. Et le corse est l'un des rameaux de ces langues italiques qui en comportent beaucoup. Donc la culture corse également est une culture à part, mais qui elle aussi fait partie de cet ensemble italique, que je qualifierais d'italique. Ça ne veut pas dire que la Corse est italienne, loin de là, c'est pas ce que je dis. Mais ethniquement, culturellement, géographiquement, linguistiquement, la Corse fait partie de l'ensemble italique et pas de l'ensemble français. Entre les Corses et les Italiens, on n'a pas besoin d'interprète, on peut se comprendre. Nous comprenons parfaitement l'italien et eux, après un temps d'adaptation, nous comprennent également assez facilement, les Italiens. Ce qui n'est pas le cas avec les Français. Le français et le corse, même si ce sont deux langues latines, il n'y a pas de compréhension mutuelle. Si on parle corse à un Français du continent, il ne comprendra rien. Et inversement. Bon, sauf que maintenant, depuis 250 ans, l'éducation nationale française ayant fait son œuvre, tous les Corses parlent également français. Je vous remercie beaucoup, Hervé Chesville. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission. On va
pendant quelques minutes encore continuer la connaissance de la Corse. Mais après, on abordera le sujet sur ce que j'allais appeler la diplomatie corse, ou les relations entre la Corse ou des Corses avec l'étranger immédiat, l'Afrique, l'Asie et autres. Merci beaucoup pour cette Je émission. vous en prie.